plusieurs dangers ont déjà été mis en avant par un certain nombre de personnes du traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui est en train d'être négocié. Mais on n'insiste pas assez souvent sur les visées géostratégiques de ce traité. Quelles sont-elles ? Alors ce traité est le pendant du traité sur le Pacifique, Trans-Pacific Partnership, qui a été lancé il y a maintenant 3 ans à l'initiative des États-Unis avec l'Australie, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, le Pérou, le Chili et le Japon s'y est rallié, etc. Donc ça vise quoi ? Ça vise à créer des zones de libre-échange où, bien sûr, il n'y a plus de droits de douane, mais où il y a un ensemble de normes communes. Normes en matière de réglementation, normes en matière d'environnement, normes en matière de droit, de licence et des brevets. Bon. Sur le Pacifique, ce Trans-Pacific Partnership vise directement la Chine. Car les Américains et leurs multinationales considèrent que le marché chinois n'est pas suffisamment accessible à leurs entreprises, que les Chinois copient allègrement, ils n'ont pas tort, ne versent pas de redevances quand ils copient, et qu'en plus ils ne font pas une place suffisante, un accès suffisant à leur marché aux groupes américains, et que les Chinois privilégient les entreprises chinoises pour le marché chinois. Alors ce Trans-Pacific Partnership est destiné effectivement à avoir une zone où les partenaires respectent un certain nombre de mêmes règles du jeu et ça facilite la tâche aux multinationales. L'idée ensuite a été de faire son pendant sur l'Atlantique. Et dans un premier temps, les États-Unis étaient pas trop demandeurs de ce partenariat sur l'Atlantique, sur l'Europe, parce que dans la décennie précédente, dans les années 2000, l'Amérique regardait beaucoup plus vers l'Asie et de moins en moins vers l'Europe. Ça a changé à partir du moment où les Américains se sont aperçus que les Chinois poursuivaient leur propre stratégie, et qu'il n'y aurait pas de G2, parce que dans ce G2, les Chinois voulaient être les numéro 1, comme les Américains voulaient être le numéro 1 aussi. Donc, progressivement, il y a eu de l'eau dans le gaz, et les Américains ont donc, inquiets par ailleurs des visées militaires, enfin, développement par la Chine d'une marine de guerre, et aussi d'un accord monétaire qui avait été signé par le précédent gouvernement japonais entre Tokyo et Pékin. Et dans cet accord monétaire qui avait été signé à la fin de 2011, les Japonais et les Chinois s'engageaient à libeller une part croissante de leur commerce dans leurs deux monnaies en se passant du dollar. Ce qui, pour les Américains, était un casus belli. Parce qu'il faut bien comprendre que le dollar est la monnaie internationale. Et c'est celle par lequel on cote les matières premières et par lequel se font les échanges. Donc, à partir du moment où la Chine et le Japon décidaient de se passer progressivement du dollar, c'était un risque majeur pour le dollar. Et ça, les Américains ne pouvaient pas le supporter. Donc, ils ont réagi, ils ont récupéré le Japon, qui a rebasculé dans leur giron à l'occasion du changement des élections de 2012 et de la querelle qui est arrivée fort opportunément sur les fameuses îles Darius et Koku. Querelle qui est venue par une provocation du gouverneur de Tokyo. Bon. Peut-être que les services américains ne sont pas étrangers à cette querelle. Toujours est-il que le Japon est revenu dans le giron américain parce qu'il n'y avait pas de partenariat transpacifique si le Japon n'était pas dans le coup. Donc là, effectivement, il y a une logique, même si les négociations avancent très lentement, parce que dans ce type de traité, il faut que les uns et les autres fassent des compromis et cèdent sur certains domaines pour gagner sur d'autres. Mais comme les Américains sont grands, les Américains veulent gagner sur beaucoup de domaines. Et puis les Japonais veulent gagner aussi sur d'autres domaines. Donc les autres pays sont un peu réduits à la portion congrue, donc ça traîne en longueur. Toujours est-il qu'à partir du moment où les Américains avaient cette négociation transpacifique, qui encore une fois
vise directement la Chine, hein, car les Chinois ont été invités à participer au Transpacifique, mais bien évidemment, ils ont dit non, et les Chinois essayent eux-mêmes d'avoir une zone de libre-échange, de commerce, qui essaye d'attirer certains des pays qui seraient aussi dans la zone transpacifique. Donc c'est une bataille, c'est pas une bataille d'ego, mais c'est une bataille d'empire. Hein, et chacun essaye d'attirer et d'avoir des alliés. À partir du moment où les Américains mettaient en place cette zone de libre-échange sur le Pacifique, ils se sont dit, pour redevenir l'hyperpuissance que nous étions, et qui nous est toujours un peu d'ailleurs, il faut qu'on se mette au milieu du jeu. Je crois beaucoup à la géographie en matière de géopolitique, et chacun des empires qui se constituent aujourd'hui se veut au milieu du monde. La Chine se veut au milieu du monde, c'était l'empire du milieu, et veut redevenir l'empire du milieu, commerçant avec les États-Unis et l'Asie, et commerçant avec l'Europe. Et elle est au milieu. Les Américains se sont redéployés pour effectivement se remettre au centre du jeu mondial. Donc, je développe mon accord dans la zone Pacifique, et pour être au milieu, j'ai besoin d'un pendant sur la zone Atlantique. Et donc, ils ont réactivé ce vieux projet de traité de libre-échange transatlantique. Quel est l'intérêt de l'Union européenne là-dedans ? Oui, il faut bien voir les choses. Il y a l'intérêt de l'Allemagne, qui domine l'Europe, accessoirement de la Grande-Bretagne. Et puis des autres qui suivent, mais c'est l'Allemagne qui décide. Donc ce traité transatlantique, l'Allemagne est pour. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, fondamentalement, les Allemands sont pour le libre-échange, au nom de l'ordolibéralisme. Et les Anglais aussi. Patrie d'Adam Smith et de Ricardo. Donc, eux, et Barroso, que certains considèrent comme un agent des Américains, peut-être n'ont-ils pas totalement tort, a poussé à la roue. Et en plus, les multinationales, américaines bien sûr, mais aussi européennes et surtout allemandes, sont tout à fait pour. Car, encore une fois, il ne s'agit plus d'abattre les droits de douane, il n'y a plus de droits de douane. Selon les produits, c'est au maximum 3. Sur certains produits, très très peu, c'est 10% encore. Pour le reste, c'est 3%, voire les autres, 0. C'est d'avoir les mêmes normes. Bon. Pour les industriels, c'est important parce que qui dit même normes permet d'amortir les chaînes de production et les produits sur un ensemble beaucoup plus vaste. Bon. Et ensuite, ce qu'ils espèrent, c'est avoir des normes moins contraignantes. Et ça, c'est le but, notamment pour les multinationales américaines. Elles veulent des normes moins contraignantes. Alors, reprenons l'intérêt pour les Allemands. Là aussi, la politique allemande, c'est celle de ces groupes industriels. Depuis 1945, comme à l'époque de Bismarck, la géostratégie allemande, c'est celle des groupes industriels. La contrepartie des groupes industriels, c'est qu'ils jouent le jeu de la communauté nationale. C'est-à-dire que les groupes allemands, c'est l'ordolibéralisme. L'État est à leur service, en fait, fait en sorte qu'elle puisse se développer, mais la contrepartie, les groupes industriels allemands récupèrent de la valeur ajoutée, créent de l'emploi, essayent d'avoir des salaires corrects et participent à l'effort d'exportation. Donc ils sont insérés dans la communauté nationale. Ils jouent le jeu. Avec la cogestion, en plus. Alors même si l'Allemagne est à 2 vitesses aujourd'hui, mais ceux qui sont dans les 2 vitesses, c'est les immigrés de l'Est, les femmes seules, etc. Mais la majorité des employés allemands dans les grandes entreprises, dans le Mittelstand, les syndiqués allemands au DGB ont profité de cette politique. Ils ont même bénéficié de cette Allemagne à 2 vitesses. Parce que quand l'ouvrier allemand a eu ce salaire bloqué, il le supportait d'autant mieux que les services étaient beaucoup moins chers. Il n'y avait pas de SMIC dans les services, donc le coiffeur était nettement moins cher qu'en France. Bon, sans parler de l'immobilier moins cher, etc. Et les femmes de ménage, les taxis, etc. Donc l'Allemagne, l'intérêt des groupes allemands, notamment des groupes automobiles, le lobby automobile en Allemagne est excessivement puissant, sous Schröder comme sous Merkel.
Les groupes allemands se sont installés aux États-Unis depuis plusieurs années. Volkswagen a investi, notamment dans son usine dans le Tennessee, Saratoga, ils ont investi 4 milliards de dollars. Ils ont bénéficié de subventions de l'État américain, 500 millions de dollars. Bon. Et aujourd'hui, Volkswagen produit 500 000 Passat par an. Les États-Unis, c'est un marché considérable pour eux. Mercedes aussi. Mais ils produisent aux États-Unis pour les États-Unis. L'Amérique est redevenue compétitive parce qu'avec la crise, les salaires ont baissé. Les États, les villes donnent des subventions aux industriels pour qu'ils investissent dans de nouvelles unités de production. Et surtout, l'énergie y est beaucoup moins chère grâce à l'exploitation du gaz de schiste. Les coûts de l'énergie aux États-Unis sont 2 fois moindres qu'en Europe aujourd'hui. Ce qui est un avantage compétitif considérable pour les Américains. Et on va retrouver ça pour l'Allemagne. Donc, l'idée des groupes industriels allemands, c'est de se dire, finalement, je produis déjà aux États-Unis. Eh bien, si j'ai les mêmes normes de chaque côté de l'Atlantique, les mêmes normes pour les carburateurs, pour les mêmes normes de pollution, les mêmes normes réglementaires, ce n'est pas le cas actuellement. Si on a les mêmes normes, à ce moment-là, je peux produire aux États-Unis pour l'Europe. Et je produis en plus, là où c'est moins cher, en zone dollar, avec un dollar bas par rapport à un euro élevé. Je peux aussi produire certains composants en Europe que j'envoie aux États-Unis pour être assemblés dans les usines américaines pour revenir en produits finis, etc. Donc les groupes allemands ont un temps d'avance dans la mondialisation, dans l'externalisation des ressources, dans la délocalisation des sous-ensembles. Ils l'avaient depuis 10 ans, en jouant l'Interland de la Mitteleuropa. Et maintenant, ils passent à une étape supérieure qui est la délocalisation, éventuellement en Chine, mais aux États-Unis. Et pensée mondiale. Si vous faites une voiture aux États-Unis pour le marché européen et pour le marché asiatique, du Transpacifique, de l'accord Transpacifique, là vous avez un sacré marché. Et c'est l'intérêt d'Obama, mais des Américains qui récupèrent de l'emploi et de la valeur ajoutée sur leur sol. Quant aux Allemands, on peut dire ça sera éventuellement de l'emploi en moins en Allemagne. Sauf que les groupes allemands vont gagner de l'argent en produisant aux États-Unis. Et à ce moment-là, ils peuvent rapatrier les dividendes aux retraités allemands. Et comme ils ont une main-d'œuvre, une population vieillissante, ils ont besoin d'avoir des revenus. Donc, encore une fois, pour les Allemands, c'est leur intérêt, l'accord transatlantique. Siemens est dans la même situation, etc. Les Anglais, eux, ils espèrent que la City sera non seulement le pôle financier dominant pour l'Europe, mais aussi à égalité avec Wall Street. Et les Anglais, c'est ce qui les intéresse, c'est la finance, parce que aujourd'hui la City, c'est ce qui assure l'essentiel des revenus de la Grande-Bretagne. Et la France dans tout ça ? Mais la France est cocu, parce que la France, nous, on n'a pas anticipé les coûts. On ne se préoccupe pas de la stratégie des autres. Hollande, je prends François Hollande. François Hollande, il est imbattable sur la carte électorale et la bataille des municipales. Alors, il connaît tout le monde, moindre ville, etc. Bon, il ferait mieux de connaître un peu plus le monde. Même s'il s'y met un peu, mais il a du retard. Et c'est pas en un an qu'on apprend ce qu'on n'a pas appris pendant 25 ans. Bon, les dirigeants français sont hexagonaux. Ils regardent leur nombril depuis 25 ans. Pendant ce temps, les autres, ils regardent le monde. Madame Merkel, elle voyage chaque année, elle va en Chine. Et chaque année, le président chinois vient en Allemagne. Et pour les Chinois, l'Europe, c'est l'Allemagne. C'est tout. Bon. Et ça, on n'a pas compris. Mais du coup, quels sont les risques Alors pour nous, c'est clair. Nous, nos points forts, quels sont-ils ? Quels étaient-ils ? L'industrie du luxe, ça le reste encore. Bon. Le tourisme, ça le reste un peu, même si on est cher. Et qu'on n'est pas toujours très accueillant. Et Paris, qui est un atout, est une ville dégueulasse. Bon. Je veux dire, c'est un immondice quand on compare à des grands. Bon, moi je le vois ici, c'est une honte, alors que les touristes sont tous là, c'est une honte. Non, ça. Je reviens de Barcelone. Barcelone, c'est une ville nickel. Quand vous revenez de Chine, vous venez de Shanghai ou Pékin, vous arrivez ici, vous dites on est dans le tiers-monde. Bon.
Non, il faut voyager pour voir ce qui se passe. Hein. Donc, nous, on avait le nucléaire. On s'est fait baiser par les Allemands, qui ont abandonné, sans nous prévenir, le nucléaire. Donc on se retrouve pratiquement tout seul à faire des centrales nucléaires. Bon. On avait Airbus nous échappe progressivement. Hein, le pouvoir passe dans les mains des Allemands. On avait de l'industrie de défense. Mais les Allemands s'y sont mis à leur tour. Ah oui, ils exportent beaucoup en industrie de défense. Bon. Comme je dis dans mon prochain bouquin, porter les armes, non. Vendre les armes, oui. Bon. Pareil, l'agroalimentaire, c'était un de nos points forts. Bon, et bien les Allemands nous sont passés devant. Même pour les ventes de fromage, ils vendent plus de fromage que nous. Bon, c'est quand même un comble. Hein, alors ils ont utilisé la main-d'œuvre bon marché des pays de l'Est, etc. Mais c'est notre faute aussi. On n'a pas anticipé, on n'a pas compris ce qui se passait. Bon. Donc, notre commerce extérieur, d'ailleurs, est toujours déficitaire. De façon hallucinante. Vous ne pouvez pas perdre 60 milliards d'euros par an hein, et qu'il ne se passe rien. Tout l'argent qu'on a perdu depuis 10 ans, c'est les Allemands qui l'ont gagné, hein, donc ils ont le pouvoir. Et nous, on est ramené à la portion congrue. Alors qu'est-ce qui nous reste comme point fort? Les industries dites culturelles. Le cinéma français, bon, parce que les Allemands, eux, ils ont fait une croix là-dessus, ils s'en foutent. Et plus important, tout ce qui est le numérique. Bon, on n'est pas trop mauvais, on est meilleur que les Allemands sur l'informatique, tout ce qui est l'innovation, le web, on est très bon. Mais là aussi, d'abord, on est face à Amazon, Google, Facebook, etc. Or, ce que les Américains veulent, c'est donner libre accès, que leur Amazon, Google et Facebook aient champ ouvert sur l'Europe, hein, et qu'on ne les emmerde pas, et qu'ils continuent à ne pas payer d'impôts en Europe. Voilà. Donc, les normes, c'est là-dessus, plus la pharmacie, qui est un de nos points forts. Bon, là aussi, les Américains veulent que ce soit leurs normes qui soient adoptées. L'agroalimentaire, les OGM, les produits, tout le sanitaire, où les normes européennes sont beaucoup plus draconiennes qu'aux États-Unis. Donc les multinationales, qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire qui négocient, veulent obtenir les normes les plus favorables, qui sont plutôt les normes américaines. Alors, les Allemands sont prêts à lâcher, puisque de toute façon, ils ont leur contrepartie, c'est pour leur industrie automobile, leur industrie de bien d'équipement. Donc nous, on va perdre les derniers secteurs où on avait encore une présence. Et pourquoi alors les politiques ont-ils accepté cette négociation? Parce que, alors Xavier Bertrand, j'ai vu avec plaisir quand on a fait le débat, est un des rares à avoir compris. Alors les politiques, parce que les multinationales françaises, bon, elles ne sont pas forcément contre cet accord, puisqu'elles ont de moins en moins d'activité en France. Bon, Total, ils trouvent son compte, les grands groupes, ils trouvent leur compte. Ceux qui n'y trouveront pas leur compte, c'est tout le tissu moyen qui va disparaître définitivement. Ah oui. Bon. Alors on nous dit, à ce moment-là, on fera du tourisme, hein, on sera la zone de repos du guerrier allemand. Bon. On nous laissera le luxe, hein, VMH, Hermès, etc. Le nucléaire, donc qui nous coûte une fortune maintenant parce qu'on n'arrive pas à l'amortir, les futures centrales sur une grande échelle, et comme on ne veut pas négocier avec les Chinois, etc. On aurait pu avoir une autre stratégie. Se dire, j'essaye de faire des alliances de revers avec la Chine, avec la Russie, etc. Oui, mais Hollande, il a choisi la 4ème République. C'est-à-dire qu'il a choisi l'atlantisme. Il joue Obama. On l'a vu lors du voyage. Vous avez vu les déclarations qu'il a faites. Ah, mais c'est désespérant, non? Ça, c'est... Il y avait une expression autrefois, à l'époque de la 4ème République. C'était les communistes qui traitaient les socialistes de social traîtres. Bon, c'est du social atlantisme.